J'ai démantelé l'homme que j'avais personnellement créé. Il croyait que ce dîner célébrait sa prétendue réussite. C'était en réalité la liquidation de son existence factice. Mon plus bel investissement est redevenu ce qu'il a toujours été, une simple poussière. Je dirige un fonds d'investissement parisien. Je suis l'unique architecte de ma fortune. Julien n'était qu'un photographe au charme facile et à l'ambition floue. Fasciné par sa beauté, j'ai décidé d'en faire mon chef-d'œuvre. Je l'ai poli, financé et je lui ai offert un style de vie royal. La fin de l'illusion fut d'une banalité glaciale. Un iPad laissé ouvert sur la table basse en onyx. Des messages, mais surtout des transferts d'argent vers le compte d'une autre. Il ne me trompait pas seulement, il me volait, utilisant mes propres ressources pour financer une vie parallèle. Face à l'écran, aucune larme. Mon cœur ne s'est pas brisé, il est devenu de glace. L'affection n'était qu'une transaction commerciale. Il était une mauvaise créance, une ligne de dépense à supprimer. La décision fut immédiate, clinique. Je n'allais pas le confronter, j'allais simplement le démanteler. Le cycle d'exploitation a commencé subtilement, d'abord par des visites de sa famille le week-end. Sa mère déplaçait mes objets d'art, jugeant ma décoration impersonnelle. Son frère empruntait ma voiture de collection pour impressionner ses conquêtes. Julien, lui, souriait. Il me présentait comme son mécène au grand cœur. J'étais devenue une ressource. Chaque intrusion était une donnée. Je notais tout dans un fichier sécurisé. La bouteille de vin à 5 000 € ouverte pour un apéritif banal. La montre de mon père portée sans ma permission. Leurs rires gras résonnèrent dans mon appartement. Je restais passive, souriante. Mon silence n'était pas de la faiblesse. C'était une accumulation de preuves. Ils confondirent ma patience avec de la naïveté. Ma générosité était perçue comme un dû. Julien orchestrait cette spoliation avec une arrogance tranquille. Il me voyait comme une banque, pas comme une partenaire. Chaque dépense superflue, chaque bien partagé était une brique de plus dans le mur de leur prison future. J'attendais simplement le bon moment pour en sceller la porte. L'audace a atteint son paroxysme un mardi soir. Le frère de Julien avait accumulé des dettes de jeu colossales, un échec prévisible. Sa famille a organisé un dîner d'urgence, chez moi, bien sûr. Ils n'ont pas demandé, ils ont exigé que je vende mes parts minoritaires dans une start-up technologique, une entreprise que j'avais personnellement mentorée. C'était mon jardin secret, ma plus grande fierté. Julien a pris la parole, son visage grave et théâtral. Il a parlé de solidarité familiale. Il a osé dire que mon refus signerait la mort sociale de son frère. Mon argent devait effacer leurs erreurs, mon succès devait devenir leur filet de sécurité. Il a posé un ultimatum, déguisé en supplique. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Face à eux, j'ai senti le piège se refermer. Pas sur moi, sur eux. J'ai pris un stylo, mon visage impassible. J'ai dit d'accord, je vais vendre. Leur soulagement était palpable. Ils n'avaient pas compris. Ce n'était pas une capitulation, c'était une déclaration de guerre. Le soulagement de leur départ fut comme une bouffée d'air glacial. La porte de mon appartement s'est refermée sur leur rire satisfait. Ils croyaient avoir gagné. Ils partaient célébrer, sans doute dans un de mes restaurants préférés, avec mon argent. Je ne les ai pas retenus. Mon théâtre était terminé. Je suis retournée dans mon bureau, un sanctuaire de verre et d'acier surplombant la scène. Le silence était absolu, brisé uniquement par le murmure de la climatisation. Sur la table en acajou reposaient deux dossiers. À gauche, celui qu'il m'avait vu prendre. Les documents pour la vente minoritaire de la start-up. Un leurre. À droite, le vrai dossier. Massif, épais, relié de cuir noir. Son poids était celui de la justice. Il contenait les statuts révisés de toutes mes sociétés holding, les mandats de révocation, les actes de dissolution des comptes joints et une demande de mise sous séquestre de tous les biens acquis durant notre partenariat. J'ai ouvert le dossier de droite. Chaque page était un clou dans le cercueil de l'existence de Julien. J'ai relu la clause 7.2.b, celle que mon avocat avait surnommée la clause guillotine. Elle stipulait que toute tentative de malversation ou d'influence externe pour liquider un actif stratégique sans mon consentement écrit et notarié rendait caduque l'ensemble des accords de partenariat. Leur dîner n'était pas une demande, c'était une brèche de contrat. Ils m'avaient donné l'arme et m'avaient supplié de tirer. Mon doigt a suivi les lignes des annexes. La liste des dépenses de Julien était clinique. Des montres, des voitures, des voyages, des transferts d'argent vers des comptes non identifiés. Chaque transaction était une insulte. Mon seuil de tolérance n'avait pas été atteint, il avait été pulvérisé. Ma patience n'était pas une vertu, c'était une stratégie d'accumulation de données. J'ai saisi le stylo Montblanc, son corps froid dans ma main chaude. J'ai apposé ma signature en bas de chaque page. Pas une hésitation. Chaque paraphe était net, précis, irrévocable. C'était plus qu'une signature, c'était l'effacement d'une erreur, la correction d'un mauvais investissement, la fin de partie. La dernière signature apposée, j'ai allumé mon ordinateur. 3 courriels, préparés depuis des semaines, attendirent dans mes brouillons. Le premier, pour mon avocat, avec les documents scannés en pièces jointes. Objet, exécution du mandat. Code Veritas.
Le second pour mon banquier privé, objet, révocation immédiate, protocole Oméga. Le corps du message était bref. Bloquez tous les accès, cartes et transferts liés à Julien. Anéantissez sa ligne de crédit, confirmé par retour. Le troisième, au chef de la sécurité de mon immeuble, objet, sortie de bien. Le message ordonnait de faire emballer et transporter l'intégralité des effets personnels de Julien vers un garde-meuble à l'adresse la plus sordide que j'ai pu trouver. J'ai cliqué sur envoyer pour les trois. 1, 2, 3. Le point de non-retour n'était pas juridique, il était digital et il était absolu. Le réveil le lendemain fut une confirmation silencieuse. L'air de l'appartement était inchangé, mais ma perception en était totalement transformée. Chaque objet, chaque meuble, chaque rayon de lumière me semblait purifié, déjà libéré de leur présence. Eux dormaient encore, inconscients. Ils respiraient un air qui n'était déjà plus le leur. Debout devant la baie vitrée, une tasse de café noir à la main, je regardais la ville s'éveiller. J'étais une architecte contemplant son œuvre avant la démolition finale. Le pouvoir n'est pas dans l'action, il est dans le secret de l'action à venir. La mère de Julien fut la première à apparaître. Vêtue d'un de mes peignoirs, elle entra dans la cuisine avec une familiarité déplacée. Vous avez sauvé notre famille, Adrienne. Sa voix était mielleuse. Je l'ai observée sans un mot. J'analysais la façon dont elle se servait, la certitude de ses gestes. Elle n'était pas reconnaissante, elle était victorieuse. J'ai hoché la tête, un sourire imperceptible sur les lèvres. Mon silence était son poison. Chaque seconde qu'elle passait, à croire en sa victoire, la condamnait davantage. Ils n'étaient donc plus des personnes, ils étaient des spectres dans mon champ de vision, des données en attente de suppression. Au petit déjeuner, leur euphorie était assourdissante. Ils étaient regroupés autour de ma table en marbre, des hyènes se partageant un festin qui n'existait pas. Leur voix était forte, leur rire arrogant. Ils dépensaient déjà l'argent de la vente. Le frère planifiait l'achat d'une voiture, la mère parlait d'un voyage. Ils étaient des enfants gâtés dans un magasin de jouets dont les portes venaient d'être verrouillées à leur insu. Je mangeais mon pamplemousse en silence, chaque bouchée un compte à rebours. Julien, en maître de cérémonie, a posé sa main sur la mienne. « Ne t'inquiète de rien, mon amour, je gère tout. » Il me croyait fragile, peut-être même un peu stupide. Cette erreur d'appréciation était sa plus grande faiblesse. Il m'a ensuite regardée avec une fausse tendresse. Ce soir, pour te remercier, je nous réserve une table dans le meilleur restaurant de Paris. Ma tournée. Il allait payer avec un compte déjà vidé, une carte qui n'était plus qu'un morceau de plastique inutile. L'apogée de l'ironie. J'ai soutenu son regard, mon calme le désarçonnant une seconde. Puis j'ai souri. C'est une excellente idée. Le risque de la découverte s'est matérialisé lors d'une soirée de charité au musée d'Orsay, un événement que je ne pouvais annuler. Julien et sa famille, comme des ombres, s'accrochaient à moi. Ils se pavanaient dans ce lieu de culture, y voyant une extension de leur nouveau territoire. Ils étaient bruyants, tactiles, une tache vulgaire sur un tableau de maître. Je les observais, mon esprit un algorithme froid analysant chaque interaction. Le danger n'était pas en eux, il venait de mon propre monde. C'est Antoine de Villiers, un concurrent redoutable, qui s'est approché, un verre de champagne à la main. « Adrienne, j'ai entendu une rumeur surprenante. Vous liquidez vos parts dans Innovatech ? C'est une folie. Leur technologie de cryptage quantique est sur le point de tout révolutionner. » Son regard était perçant, cherchant la faille. Le frère de Julien, l'oreille tendue, s'est immiscé. « La famille avant tout », a-t-il lancé avec une suffisance insupportable. Antoine l'a ignoré, son attention fixée sur moi. Mon pouls n'a pas accéléré. J'ai maintenu un contact visuel direct, mon visage une toile blanche. J'ai souri. Un sourire précis, dénué de chaleur. Antoine, vous confondez liquider et restructurer. Il s'agit d'un simple rééquilibrage de portefeuille pour optimiser les retours fiscaux. Une manœuvre mineure. Le jargon était un bouclier. Il a hoché la tête, son expression passant de la suspicion à une admiration réticente. Brillant, comme toujours. Il s'est éloigné. Le frère n'avait rien compris, mais il a souri, croyant que je venais de le défendre. J'ai bu une gorgée de champagne. Le liquide froid a apaisé une tension que personne d'autre ne pouvait voir. Le contrôle était total. Ils étaient des marionnettes dans une pièce dont j'étais la seule à connaître la fin. Le quasi-flagrant s'est produit un après-midi, dans le silence de mon bureau. J'étais en train de finaliser une transaction pour mon fonds, l'écran de mon ordinateur affichant des données sensibles. Julien est entré sans frapper, une nouvelle habitude. Il tenait une tablette, le visage rayonnant. « Chérie, regarde cette villa à Comporta. Maintenant qu'on a vendu tes parts, on pourrait s'offrir ce petit paradis. » Il a contourné mon bureau pour me montrer les photos, son corps frôlant le clavier de mon ordinateur. Pendant une seconde, son regard a été attiré par mon écran. Pas par les chiffres, mais par l'icône discrète d'un dossier nommé Veritas sur le bureau. Le dossier contenant chaque preuve, chaque signature, chaque étape de sa destruction. Mon sang ne s'est pas glacé, il est devenu plus froid. Je n'ai pas fermé l'ordinateur, je n'ai pas bougé. J'ai pivoté sur mon fauteuil pour lui faire face, mon corps bloquant sa ligne de vue. J'ai pris la tablette de ses mains. Comporta est une idée, ai-je dit, ma voix neutre, mais je pensais à quelque chose de plus isolé. J'ai fait défiler les photos d'une autre villa.
Une villa inexistante. La distraction a fonctionné. Son attention s'est reportée sur l'écran de la tablette, son avidité balayant toute curiosité. Il était si prévisible. Alors qu'il parlait, j'ai réalisé que ce jeu était devenu une drogue. Le risque de me faire prendre n'était pas une peur, c'était une source de plaisir intense. Le voir si proche de la vérité, sans jamais la voir, était l'essence même de mon pouvoir. Le voir planifier un avenir que je lui avais déjà volé était la plus douce des tortures. J'avais le contrôle absolu, non seulement de son destin, mais de chaque seconde de son ignorance. Le premier domino est tombé à 11 heures en précise. Julien, debout au milieu du salon, le téléphone collé à l'oreille, tentait de confirmer sa réservation. Son arrogance habituelle commençait à se fissurer. Il parlait fort, son ton se voulait autoritaire. Non, vous ne comprenez pas. C'est au nom de Julien Dubois, pour la table du chef. Un silence. Son visage s'est crispé. Comment ça? Pas de carte valide au dossier. C'est une Amex Centurion. Il a ri, un son sec et nerveux. Sa famille le regardait, leur sourire s'effaçant. J'observais la scène depuis le canapé, un livre posé sur mes genoux. Je ne le lisais pas. J'écoutais chaque syllabe de sa défaite. Il a raccroché brutalement, le visage rouge. Ces incompétents ont un problème avec leur terminal. Il s'est tourné vers moi, l'air exaspéré. Adrienne, prête-moi ton ordinateur. Je vais réserver en ligne. Ça ira plus vite. Sa voix était un ordre, pas une demande. Je lui ai tendu mon ordinateur portable. Je savais ce qui allait suivre. Il s'est assis, a tapé l'adresse du site bancaire. Login. Mot de passe. Accès refusé. Il a réessayé. Accès refusé. Merde, a-t-il murmuré. La mère s'est approchée. Qu'y a-t-il, mon chéri? Son ton était mielleux, mais ses yeux étaient des éclats de panique. Le site de la banque ne fonctionne pas, a-t-il grogné. Il a cliqué furieusement, encore et encore. L'échec était un mur invisible contre lequel il se jetait. J'ai alors parlé, ma voix parfaitement neutre. C'est étrange. J'ai reçu une notification de sécurité ce matin. Une activité suspecte sur le compte. Leurs trois têtes se sont tournées vers moi. Leur visage était un mélange de peur et de suspicion. J'ai haussé les épaules, feignant une légère confusion. J'ai dû bloquer l'accès par précaution. On appellera le conseiller plus tard. Le frère a blêmi. Bloqué? Mais l'argent de la vente? Il avait l'air d'un homme qui se noie. Le barrage a cédé en début d'après-midi. Le frère, pâle et tremblant, agitait son téléphone. Il n'y a rien. J'ai appelé notre contact chez Innovatech. Ils n'ont jamais entendu parler d'une vente de parts. Ils ont confirmé un rééquilibrage de portefeuille initié par Adrienne. Rien d'autre. Le silence dans le salon était électrique. Les regards se sont tournés vers moi. Le masque de la civilité s'est évaporé. La mère de Julien a fait un pas en avant, son visage déformé par la rage. Vous nous avez menti, vous avez joué avec nous. Ces mots crachaient le venin de l'humiliation. Julien s'est approché, me dominant de sa taille. Qu'est-ce que tu as fait, Adrienne? Je suis restée assise, mon calme une insulte à leur chaos. J'ai lentement fermé mon livre. Moi, j'ai protégé mes actifs. C'est ce que je fais pour vivre. La simplicité de ma réponse a décuplé leur fureur. Tes actifs? A hurlé Julien. C'était pour la famille, pour nous sauver. Il a pointé son doigt vers moi, tremblant. Tu n'es qu'une garce égoïste. Tu allais nous regarder couler depuis le début. Les accusations pleuvaient, des cris, des insultes, le bruit d'un verre brisé contre le mur. Ils se déchaînèrent dans un espace qui n'était déjà plus le leur. Ils étaient des animaux piégés, mordant les barreaux de leur cage invisible. Au milieu de leur implosion, la sonnette de la porte d'entrée a retenti. Un son clair, précis, impitoyable. Ils se sont tus instantanément. Leurs visages, rouges de colère, se sont figés dans l'attente. Ils ont tourné la tête vers la porte, puis vers moi. Un espoir insensé brillait dans leurs yeux. Peut-être un livreur? Une erreur? J'ai souri pour la première fois. Un sourire authentique, large et tranchant. Ah, ai-je dit en me levant, ça, ce doit être pour vous. J'ai traversé le salon, ma démarche lente et délibérée. Derrière la porte, je savais qu'attendaient Maître Lefebvre, huissier de justice, et deux agents de la sécurité de l'immeuble. La scène privée était sur le point de devenir un spectacle public. Derrière moi, le chaos a une mélodie. Je n'ai pas besoin de me retourner. J'entends la voix de Maître Lefebvre, calme et létale, énonçant les termes de l'expulsion. J'entends les pas lourds des agents de sécurité sur mon parquet. Et puis, j'entends le silence de Julien, un silence plus assourdissant que ses hurlements de tout à l'heure. C'est le son d'un homme qui comprend enfin que le jeu est terminé. Il n'y a plus de bluff possible. Il n'y a plus de cartes à jouer. Sa mère, elle, n'est pas silencieuse. Elle crie. Elle m'accuse de détruire la famille. Quelle famille? Un syndicat de parasites qui voyait mon succès non comme une inspiration, mais comme un puits sans fond. Son frère tente de négocier. Sa voix est faible, pathétique. Il parle de pitié, de seconde chance. Ces mots n'existent pas dans mon vocabulaire financier. Une mauvaise créance n'a pas de seconde chance. Elle est soldée, effacée. Ils ne comprennent pas. Ils me regardent comme si j'étais le monstre, l'anomalie. Mais je ne suis que le miroir de leur propre avidité. J'ai construit un empire pendant qu'ils cherchaient des raccourcis. J'ai investi, j'ai travaillé, j'ai sacrifié. Ils ont simplement tendu la main, encore et encore, croyant que tout leur était dû.
Leur erreur a été de penser que ma patience était infinie. Ce n'était qu'une accumulation de données avant liquidation. Mon téléphone vibre sur la console. Leurs noms s'affichent en cascade. Des appels manqués, des messages de haine, des supplications. Je suis debout, le dos tourné à l'implosion de leur monde, regardant la nuit tomber sur Paris. Leurs cris se transforment en pleurs. Le son est lointain, sans importance. Ils me traitent de monstre, mais quand ceux que vous êtes censés aimer tentent de vous dévorer vivante, où se situe la limite entre la famille et la survie? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de signer le document qui efface tout?